Alors, je vais répondre à une question aujourd'hui qui m'a été posée par Bassem. Ce n'est pas une question, c'est une observation que Bassem a fait. Donc, c'était sur la vidéo concernant ici le DCA est un piège, d'accord? Une vidéo que j'ai fait il y a quelques mois ici, que vous êtes nombreux à avoir aimé ici. Donc, la vidéo était simple. C'était pour vous alerter par rapport au fait de faire du DCA sur des actions individuelles. Parce que j'en avais marre d'entendre cet argument-là partout, surtout par toutes les personnes ici qui vous encouragent à acheter des actions à dividendes. Je ne dis pas qu'investir ici sur des actions avec le critère dividende, c'est mauvais. Non, pas du tout, mais on ne fait pas de DCA dessus. D'accord? Les DCA pour moi ici, selon l'explication de ces personnes-là, savoir investir un certain montant fixe ici tous les mois sans se soucier du prix de l'action parce que ça monte depuis X années. Non, non, ça n'a pas de sens. Quand on investit sur une action, on fait du DVA. Et faire du DVA ici, ça veut dire qu'on étudie l'entreprise du point de vue quantitatif et qualitatif. On investit uniquement parce qu'elle est sous-évaluée ou correctement évaluée. OK? Et on s'en va, d'accord? Uniquement ces deux-là. Donc, faire une véritable analyse fondamentale. Et vous savez que sur cette chaîne-ci, je parle d'analyse quantitative, comme on appelle vulgairement ici analyse fondamentale, mais j'ai l'habitude ici de vous dire que ce n'est qu'une partie du travail. Le fondamental, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres. OK? Donc, j'ai eu un message ici de Bassem qui n'est pas d'accord avec moi par rapport à cette vidéo-là. On va voir pourquoi. Donc, je vais lire ce commentaire rapidement. Je vais essayer d'apporter 2-3 arguments. Donc, c'est une conversation entre lui et moi. D'accord? Donc, c'est pas une critique ni quoi que ce soit. Déjà, Bassem, je te remercie d'avoir pris du temps pour faire ce commentaire-là. D'accord? Ça veut dire ici que tu as pris la peine d'écouter la vidéo et tu as pris la peine ici de retranscrire en message ici ce que tu ressentais à ce moment-là. OK? Donc, on discute. Donc, on discute toi et moi. D'accord? Donc, ici. Je suis mal à l'aise avec le contenu de votre vidéo ainsi que son titre, même si je comprends son objectif et je l'accepte au final. C'est dans l'air du temps et il aurait fallu être plus spécifique. Ok, concernant le contenu de la vidéo, on verra que tantôt, tout à l'heure, qu'on est peut-être, le contenu est exactement ce qui est mentionné sur le titre. Et vous savez que je ne suis pas très imaginatif par rapport à mes titres ici. Je ne fais pas de titres ici. Pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis très longtemps, vous savez que je ne fais pas de... Mes titres, généralement, ce sont les mêmes. Hein. Je ne vends pas un truc que vous n'allez pas retrouver. Donc, je ne fais pas de titres à sensation. C'est peut-être pour ça que la plupart de mes vidéos ne fonctionnent pas, ne vont pas au-delà voilà, arrivent très rarement à 1000 vues. D'accord? Tout simplement parce que je vous dis déjà ce que vous aurez sur le titre. D'accord? J'ai en horreur les titres qui mentent sur le contenu de la vidéo. Donc, je pense qu'en regardant la vidéo concernant le décès est un piège, tu comprends pourquoi je veux dire que c'est un piège. OK? Je pense que de ce côté-là, je ne suis pas très d'accord ici, mais je suis d'accord de ne pas être d'accord avec toi. D'accord? On a le droit d'être en désaccord. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je t'ai apporté mon argument par rapport à ce côté-là. Et je pense que si tu regardes bien au fond, je n'ai pas forcément tort. Donc, tu dis ceci. Je suis d'accord avec la première partie de la vidéo. Ok, là, tu me donnes... Donc, techniquement, voilà quoi, on est en accord, d'accord? Il y a trop de d'accord dans cette phrase-là, ça m'énerve. Donc, je suis d'accord avec la première partie de la vidéo. Du DCA sur du stock picking du DCA sur du stock picking, c'est une hérésie et je ne pense pas voir tant de vidéos qui vantent du DCA sur des actions. Je peux te donner une liste comme pas possible, parfois même tu peux avoir en termes d'abonnés, des youtubeurs qui ont énormément, qui ont plus d'abonnés que moi aujourd'hui, qui encouragent les gens, d'accord, à acheter des actions ici en DCA. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. OK? Donc, ça peut être ici sur Instagram, ça peut être sur Twitter. De toutes les façons, tu vas voir que la plupart du temps, ce sont les mêmes personnes. La plupart du temps, ce sont des gens qui ont commencé à investir et en moins de 3 ans ou moins de 5 ans par là. OK? Donc, ils sont encore eux-mêmes en processus d'apprentissage. Et très souvent, ils vont avoir tendance à faire ce genre d'erreur-là. Mais je suis sûr et certain qu'ils vont avoir tendance à s'ajuster. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que, comme par exemple, quand vous avez des actions, par exemple, de Verizon, parce que tu as acheté du Verizon, parce que Verizon ici augmente, c'est du année après année, depuis 400 ans, blablabla, blablabla. Quand Verizon va recommencer à ressembler quand Verizon se casse la gueule en date d'aujourd'hui, tu vas te poser des questions au-delà. Quand il va falloir allouer mensuellement le capital sur Verizon, vu que tu fais du DCA bêtement, tu vas te poser les bonnes questions. Oui, mais le mois passé, j'ai commencé à investir en 2020. Aujourd'hui, mon capital ici a fondu de 37%, même si on inclut les dividendes, d'accord? Parce que sans le dividende, quand on met ici à peu près, avec le dividende ici, la moins-value, si j'avais investi 10 000 $ ici, c'est 6 000, on a ici, mon capital est de 6 282 $, donc j'ai perdu 37%.
Malgré le fait que j'ai encaissé le dividende en 2020, 2021, 2022 et peut-être 2023, elle n'a pas réduit ce dividende-là. D'accord? Tu vas commencer à te poser les bonnes questions. Pourtant, tu fais du DCA bêtement sur une action, une entreprise qui augmente son dividende depuis 400 ans, maman, nanani, nanana. OK? Or, il faut se fier, il faut se poser la question sur le business même. Est-ce que cette entreprise a mérité ce prix à cette période-là? Moi, je ne dirais pas que non. Tu n'as pas forcément sous-payé. Tu n'as pas forcément acheté l'entreprise à un prix exagérément élevé. Non, tu l'as acheté à un très bon prix parce que depuis plusieurs années, cette entreprise-ci s'est négociée à des PER très, très bas. D'accord? Mais également, c'est une entreprise qui a beaucoup changé. Le niveau d'endettement également a augmenté. OK? So, il faut faire attention ici. Mais ce niveau d'endettement, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas repayer cette dette-là. Donc, tout ceci juste pour dire que quand tu fais du DCA sur des actions, tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, tu vas te retrouver dans ce genre de situation où tu vas avoir peur de racheter tous les mois parce que le prix ne fait que baisser. Et tu vas te poser les bonnes questions maintenant. C'est pour ça que c'est une hérésie de faire du DCA sur des actions. Ça n'a pas de sens parce que ça t'empêche de faire le vrai travail derrière. Analyser une entreprise du point de vue fondamental, ça peut prendre des semaines minimum. Je dis bien minimum. Des semaines. Je n'ai pas dit une semaine, mais des semaines. OK? Du point de vue, vous devez comprendre l'entreprise du point de vue consommateur, du point de vue ici des compétiteurs, du point de vue ici des compétiteurs également. D'accord? Comment est-ce que les compétiteurs vous voient? D'accord? Donc, il faut il faut écouter les conférences call, lire les rapports financiers, essayer d'avoir une idée générale par rapport à l'industrie. Ça prend du temps. Et je ne vous ai toujours dit que si vous n'êtes pas prêt à prendre le temps nécessaire pour investir sur les actions, le temps nécessaire de rechercher des actions, de faire la recherche nécessaire sur les actions, n'y allez pas du tout. Il n'y a pas de DCA à faire dessus. Parce que le DCA vous met en mode automatique, ouais, ça va continuer à augmenter, parce que ça augmente depuis 400 ans, j'augmente ma boule de neige. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Parce qu'imaginez que quelqu'un qui investit ici veut aller à la retraite, disons en 2013. On va le mettre. D'accord? 2013. 2013, ici, c'est quoi? C'est 11 ans? Non, c'est 12, 13. OK. Donc, j'ai investi en 2013. Et ça, c'est dividende réinvesti. Hein? D'accord? Donc, on peut vérifier ça ici. Dividende réinvesti. Adjusted, dividende réinvesti. Donc, vous voyez ici que tout ce que je reçois en dividende, je réinvestis ici. Je n'enlève même pas les taxes, etc. Ça veut dire que mon yield on cost est de 8,83%. En date d'aujourd'hui, est-ce que je gagne de l'argent? Le S&P 500 a fait 13,33% en moyenne. Et moi, j'ai fait 1,65%. C'est-à-dire que le 10 000 $ que moi j'ai investi au même moment, si je l'avais mis sur le S&P 500, j'aurais eu 37 000 $. D'accord? Ici, j'ai 11 876. Rien fait. Tout simplement parce que je faisais quoi? Du DCA. Oui, je comprends que en fait, ce qui t'intéresse, c'est la rente ici, mais voilà, à un moment donné, il y a certaines personnes qui veulent cash out. Tôt ou tard, ça va arriver. Tôt ou tard, ça va arriver. Donc, DCA sur des actions, ça n'a pas de sens. C'est ce que ça voulait dire. C'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire comprendre sur cette vidéo-là. OK? Donc, comme je dis toujours ici, vous pouvez commencer à faire du DCA, mais vous allez vous poser les bonnes questions. Donc, si tu as ton meilleur YouTuber qui t'encourage à faire ce genre, ton meilleur YouTuber ou bien ton meilleur Instagram ou bien ton meilleur TikToker ou bien ton meilleur investisseur sur Twitter, enfin entre parenthèses ici, ou bien influenceur sur Twitter ou bien sur Snapchat, fais très attention, il t'amène littéralement en brousse sur des actions. Ça n'a pas de sens. Ferme littéralement cette page-là et passe à autre chose. Commence à t'inscrire toi-même, sinon tu vas te rendre compte de ton erreur quand il sera l'heure de la retraite. On ne blague pas avec l'argent des gens. Et surtout quand on parle ici de finances personnelles, il faut faire très attention. Il faut faire c'est délicat. Ce sont des vies derrière. C'est pas comme, voilà, Nabila va vendre, je sais pas moi, des pommades ici pour, voilà, pour à peu près éclaircir la peau, des choses comme ça. Ça va de ce... Encore que quand je dis ça va, entre parenthèses, ok? Ça peut se rattraper. Mais quand tu perds de l'argent ici, tu perds du temps. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Si tu perds ton argent, si tu perds de l'argent en suivant les mauvaises personnes, ou bien en suivant, entre parenthèses, en appliquant les mauvais conseils, bah, tu ne pourras que t'en prendre à toi-même. C'est pour ça que vous devez d'abord être éduqué vous-même. Et si vous n'êtes pas éduqué et que vous allez vous faire éduquer, entre parenthèses, chez quelqu'un qui lui-même n'est pas éduqué, tout simplement parce qu'il a plus de followers que voilà, la moyenne, vous allez aller littéralement en brousse. OK? Donc, c'est ça qui m'énervait quand j'ai fait cette vidéo-là. C'est ça que je voulais ressortir en réalité. Et je suis bien content qu'aujourd'hui, ce soit une vidéo qui, pour moi, elle a plutôt bien marché. OK? C'est une très belle vidéo. J'ai reçu énormément de retours positifs par rapport à cette vidéo-là. C'est parce que je veux amener les gens à se poser les bonnes questions quand ils investissent. Les bonnes questions. Et les bonnes questions ne sont pas que quantitatives. Elles sont également qualitatives. OK?
Et tu peux voir ici que je prends la peine de le faire sur ces vidéos-ci. Donc, je reviens ici. Donc, tu disais ceci, je suis d'accord avec la première partie de la vidéo. Donc, du DCA sur du stock picking, c'est une hérésie et je ne pense pas avoir vu ce temps de vidéos qui vantent du DCA sur les actions. Et si c'est le cas, ce sont des jeunes incompétents. On est d'accord, ce sont des jeunes incompétents. Comme je l'ai dit tantôt, c'est la plupart ont une expérience de moins de 5 ans ici, ou bien la plupart ont commencé en 2020, ou bien mentent sur le début de leur début en tant qu'investisseur, d'accord? Parce qu'on peut se construire ici, voilà, une image sur les réseaux sociaux. Parce que on n'est pas là pour citer des noms, mais je peux vous en citer à l'appel, d'accord? So, on continue. En revanche, je suis en désaccord total avec la deuxième partie de la vidéo évoque aux démonstrations sur le DVA sur les ETF. DVA, c'est simple ici. Moi, je disais ceci. Si le S&P 500 d'habitude se négocie à 15 fois les bénéfices, est-ce qu'aujourd'hui, on a 20 fois les bénéfices? Au lieu de mettre mon $100 par mois, vu que c'est le capital que je veux allouer mensuellement pour le S&P 500, admettons que je n'ai qu'un seul ETF, je ne mettrai pas $100, mais je prendrai 15 divisé par 20, je mettrai $75. Ce qui veut dire que j'aurai tendance à moins investir. Plus le prix monte, moins j'investis. Plus le prix descend, plus j'investis. D'accord? Quand je dis le prix, on reste au niveau comment on appelle ça? Du PER, d'accord? C'est ce que je voulais entendre, c'est ce que j'entends parler par DVA. Mais il faut également que j'apporte une certaine nuance. Parce que quand vous allez sur un site comme Multiple, pour avoir à peu près la médiane du S&P 500 sur de nombreuses années, vous allez voir ici que le S&P 500 ici, en médiane, on est à peu près à 15 fois les bénéfices. 15 fois les bénéfices, c'est 6,6% de rendement. En date d'aujourd'hui, on a 26,44 fois les bénéfices. En date d'aujourd'hui. OK? So, ce qui veut dire que si je vais investir sur le S&P 500 en respectant la médiane, techniquement, je ne vais pas... Combien est-ce que je vais mettre en date d'aujourd'hui sur $100? Au lieu de mettre $100 sur le S&P 500 ici, et encore, je ne vous dis pas de ne pas investir, quand tu restes investi, d'accord, j'aurais mis à peu près $56 sur le S&P 500. Il va peut-être me rester $44 ici. Ce $44-là, je vais peut-être l'allouer sur sur un autre ETF, parce qu'il est souvent conseillé d'avoir plusieurs ETF ici. OK? Je pourrais le mettre sur un autre ETF ici. OK, le même $100. Donc, au lieu de mettre ici 25, 25, 25, si j'en ai 3, au lieu de mettre ici, disons, 50, 50, si j'ai par exemple 2 ETF, je vais peut-être mettre ici 56 et l'autre, je vais mettre 44. Sinon, moins que ça. Et je gardais une certaine partie, par exemple, pour mon épargne de sécurité, au cas où. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut également mentionner une chose. Tu vas remarquer une chose. Cette période-ci, dans les années 70, années 80, la constitution du S&P 500 n'est peut-être pas la même qu'aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que le multiple est un peu plus élevé. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus justifié de prendre un multiple depuis les années 90? Donc aux alentours de 20 fois les bénéfices. D'accord? Parce que quand tu regardais la pondération du S&P 500, tu vas voir ici qu'on est plus au niveau de... On a énormément ici d'entreprises techno. Les entreprises techno se négocient généralement à 20 fois les bénéfices. Or, la pondération à ce niveau-ci était peut-être sur les entreprises industrielles. Or, les entreprises industrielles ont tendance à se négocier aux alentours de 15-17 fois les bénéfices. Et elles ont tendance à être à capital intensif, donc généralement, il y a souvent également un certain niveau d'endettement ici. Donc, il faut faire également attention par rapport à ça. Si on se base au niveau de la moyenne ici, après, tu peux même te dire 20 fois les bénéfices et tu fais à peu près le même calcul. Ça ne veut pas dire que je n'investis pas tous les mois, ça veut dire que j'aurais tendance à moins investir quand le prix monte, quand le prix s'éloigne de la moyenne du PER que j'aurais préalablement choisi, bien sûr. D'accord? Et plus quand il se rapproche. D'accord? Ou bien quand il va en dessous. Donc, on continue ici. Donc, il n'est pas d'accord avec le DVA, j'ai eu à expliquer ça ici. Avez-vous pu faire un backtesting ou les moyens d'en faire pour comparer votre stratégie? Donc, techniquement, ici, je n'ai pas fait de backtesting tout simplement parce que je n'ai pas d'outils pour le faire. La plupart des outils de backtesting que je trouve ici, il manque énormément d'éléments parce que pour faire du backtesting ici, il faut absolument que je trouve un ETF qui aurait pu des données ici avec les niveaux de PER mensuels, vu qu'on va investir mensuellement, ou bien trimestriel si on veut exagérer, ou bien même annuel si je dois investir une fois par an. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je n'ai pas pu le faire. Mais ça reste une bonne idée ici. OK? Donc, c'est une énième stratégie que vous appelez DVA, VS, DCA, etc. Donc, encore une fois que je ne mets pas les deux en relation, je t'apporte juste une nuance. D'accord? J'apporte juste une nuance à ce DCA sur les ETF. Et encore une fois, on se dit ici qu'on fait du DCA uniquement sur des ETF qualitatifs. Donc, qui ont déjà été prouvés par le temps et qui ont une certaine stratégie qui semble être correcte derrière. OK? Donc, c'est par ailleurs une stratégie qui s'appelle Value Averaging, développée par Michael Edelson. Je ne connaissais pas Michael Edelson parce que pour moi, ça me semble logique à la fin de la journée de le faire. Donc, j'ai quand même pris le livre. Il est là. D'accord? Je vais peut-être le feuilleter ici, le lire. D'accord? Je ne le connaissais pas. Donc, quand j'ai vu ton commentaire, je suis allé chercher ça rapidement. OK? So, on continue ici.
Certains investissent aussi plus quelques mois comme doubler la mise si le cours de l'ETF descend à X%. Donc, il vous l'a dit ici que certains également investissent plus parce que le prix de l'entreprise a peut-être baissé de 10, le prix de l'ETF a peut-être baissé de 10 ou 20% ici. Donc, ils choisissent de mettre plus d'argent ici. Donc, il faut qu'on apporte toujours ici une nuance value. Donc, là, ici, tu vois que tu me rejoins, n'est-ce pas? Donc, toujours apporter ici une nuance en termes de valorisation, très important. Donc, vous oubliez que les gens qui font du DCA n'ont pas forcément le temps de suivre le cours. Je suis d'accord avec toi, n'ont pas les compétences de suivre le cours, ok? N'ont pas le mental de prendre des bonnes décisions et au final, ils peuvent faire des erreurs. On est d'accord? Ceux qui vont faire du DCA, c'est ceux qui n'ont pas les compétences requises pour faire une analyse sur les actions, d'accord? Ou bien pour suivre le cours des actions, d'accord? Techniquement, je ne suis pas le cours des actions, j'analyse les entreprises. C'est très différent. Ce n'est pas la même chose. Ceux qui suivent le cours des actions tracent des traits et des courbes sur les graphiques. Ok. Donc, moi, le cours de l'action m'intéresse uniquement pour voir la différence entre le prix et la valeur. Ok. Mais ce que tu veux dire ici, c'est que ceux qui font du DCA, c'est ceux qui n'ont pas le temps de faire un minimum d'efforts. D'accord? Ceux qui n'ont pas ce temps-là. Et moi, je dirais, pour le DVA, ça vous prend moins d'1 heure de temps par mois. Vous avez l'information, vous recherchez la moyenne, à peu près, boum, vous classez ça et c'est fini. OK? Et après, si vous ne voulez pas le faire, vous êtes également libre. Vous pouvez juste faire du DCA. Mais choisissez toujours un bon véhicule d'investissement. D'accord? Un bon véhicule d'investissement. Prenez un ETF qui a été éprouvé par le temps et privilégiez un ETF ici qui a à peu près un certain rendement assez élevé. D'accord? Maintenant, c'est à vous de vérifier quel est le rendement que vous considérez comme élevé pour vous. Quelqu'un peut dire que 5% c'est bien pour lui, 6% c'est bien pour lui, mais faites toujours attention. Prenez également, enlevez toujours l'inflation moyenne. OK? Parce que si j'ai un ETF ici qui me rapporte en moyenne 6% par an, techniquement, si l'inflation en moyenne sur cette période a été de 2%, ça m'a rapporté 4%. Ne jamais l'oublier. OK? Il faudrait aussi quantifier le temps investi à faire cette VA DCA ici, donc Value Averaging DCA. Donc, quantifier le temps, oui, je suis d'accord avec toi, mais ça prend 1 heure de temps. Comme tu l'as vu sur ETF, ça me prend 1 heure de temps. Ça peut même me prendre 10 minutes. J'ai mis 1 heure juste pour exagérer. 1 heure de temps par mois, ce n'est pas la mer à boire. D'accord? Donc, comparé ici à une analyse sur les actions, parce que moi, comme j'ai toujours dit, ça prend des semaines pour analyser une compagnie. Des semaines. Je dois lire les rapports financiers, écouter les conférences calls. Un conférence call, un seul, ça prend au moins 1 heure de temps. D'accord? Et encore, s'il n'y a pas de data ici, il faut encore que j'assiste aux assemblées générales, etc. Donc, c'est un travail. Il n'y a pas d'investissement passif avec des actions. Donc, ici, on continue. Il dit, en fait, on passe de l'investissement passif à l'investissement actif qui sont quand même deux choses différentes et non pas les mêmes actifs. OK, on va se dire une chose. Pour moi, il n'existe pas d'investissement passif. Il y a un investissement, ça veut juste dire qu'il y en a un qui est moins actif que l'autre. C'est tout. Sur les actions, c'est très actif. D'accord? Ça prend du temps. Sur les ETF, c'est moins actif. On va le dire comme ça. Mais passif, je n'aime pas ce terme-là. C'est comme si tu vas dire à quelqu'un, oh, investir dans l'immobilier, c'est un investissement passif, rente passive. C'est clairement quelqu'un qui n'a jamais investi dans l'immobilier. Parce que ça prend du temps. Les ETF également, ah, investir dans les dividendes, c'est de la rente passive. Tu es fou. Tu es vraiment fou. Parce qu'à la fin de la journée, là, quand il faut monitorer les datas, comme par exemple, je t'ai montré l'exemple de Verizon, parce que je sais que tôt ou tard, toutes les entreprises que tu as en portefeuille, certaines vont avoir à vivre ce genre de situation-là, où l'entreprise paraît sous-évaluée, mais le cours ne fait que descendre. C'est ça. D'accord? Et ça peut rester comme ça pendant très très longtemps. Et tu vas te concentrer sur le business en lui-même. Moi, par exemple, sur Verizon, je dors sur mes deux oreilles. Et je dors sur mes deux oreilles, mais je sais également que si demain Verizon fait faillite, ce qui n'est pas probable, d'accord, pour le moment, la probabilité pour qu'on fasse faillite est très peu élevée. Ne l'oubliez pas. D'accord? Je ne vais pas perdre la totalité de mon capital. J'ai au moins fait l'effort nécessaire de comprendre à peu près ce qui se passe. Donc, je pourrais avoir un avis sur X ou Y. Je fais également mes recherches. OK? Donc, c'est un exemple. Je prends l'exemple de Verizon ici parce que c'est l'exemple du moment. Comme l'exemple ici de Téléperformance, ça peut être également l'exemple du moment. OK? Donc, on continue ici. Donc, pour moi, passif, actif, pour moi, il n'existe pas d'investissement passif. Il existe juste des investissements moins actifs que d'autres. OK? Le passif même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça serait plutôt de déléguer son capital à quelqu'un d'autre. Là, ça peut être passif. C'est-à-dire que moi, je lui fais confiance. J'attends juste qu'il vienne me voir par mois et me dire que voilà ce qu'on a fait. Ça peut être passif. Parce que techniquement, le seul travail que je fais, c'est de sélectionner le bon manager. Mais si je fais sur les si j'investis sur les ETF ici, c'est un minimum d'activité. D'accord? On va se dire ici que si pour toi passif, c'est 1 heure de temps, voilà, c'est correct, c'est passif. Mais voilà, s'il faut apporter juste une nuance. Excuse-moi, mais j'aime toujours nuancer les choses. Donc, votre stratégie repose un peu sur le fait de timer le marché et il y a assez d'études qui montrent que ce n'est pas une bonne stratégie et qu'on perd trop de rendement à faire ça. Je ne time pas le marché, je suis pleinement investi en tout temps. À certains moments, il est juste plus intelligent de mettre plus d'argent ou moins d'argent.
OK? Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en met pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne cherche jamais à acheter le point le plus bas parce que ça n'existe pas du tout. OK? Mais je cherche juste à tirer le maximum possible ici par rapport à la somme que je possède aujourd'hui. Je n'aurai pas un seul ETF, j'en aurai peut-être 3 ou 4. OK? Parmi ces 3 ou 4 là, à un moment donné, il y en a un qui est plus intéressant que d'autres. Sur les actions, ça reste la même chose. Je suis pleinement investi. À un moment donné, il y a des actions dans mon portefeuille qui sont plus intéressantes que d'autres. D'accord? Sur lesquelles, si j'ai un 100 $ à louer par mois pour mon, entre parenthèses, DVA, bah, j'aurais sélectionné une entreprise ici parce que je la trouve toujours sous-évaluée. D'accord? Il y en a une qui est peut-être dans mon portefeuille, mais qui est surévaluée en date d'aujourd'hui, mais que je garde uniquement parce que mon rendement sur coût d'acquisition est très élevé. Donc, je la garde, par exemple, ici, parce que mon prix est tellement bon que ça ne sert à rien de la revendre en date d'aujourd'hui, même si on a une plus-value de malade. Sauf, voilà, je pourrais peut-être m'en débattre. Tant que le business model a toujours du sens, hein, faites attention. Il y a toujours un tout petit peu d'arbitrage. Donc, il faut toujours nuancer ce genre de choses. Donc, je ne pense pas que ce soit timer le marché. Et comme je dis ici, ça reste une nuance, c'est une nuance comme une autre ici. Si tu ne veux pas faire ça, bah, tu peux faire juste du DCA. Mais tant que je te limite à faire ça sur les ETF, on est d'accord. Tant qu'on fait ça sur les ETF, on est d'accord. ETF qualitatif, bien sûr. Donc, la bourse n'est pas l'économie et vice-versa. Battez-vous le marché régulièrement. On va se dire ici que je ne bats pas le marché. Mais si on parle d'investissement, toi et moi, tu peux comprendre que je ne suis pas si con que ça. OK? Et ça ne veut strictement rien dire non plus. OK? Pourquoi est-ce que tu me poses la question de savoir si je bats le marché ou pas? Est-ce que tu veux me donner de l'argent à gérer pour toi? Si c'est le cas, je te dirais que non. Quand bien même je propose ici, entre parenthèses, des analyses quantitatives, je vous dis toujours une chose, c'est que faites attention, il y a toujours un biais derrière sur la personne qui analyse cette compagnie-là, un. Et deuxièmement, ici, sur le fait qu'on reste uniquement basé sur des chiffres. Je sais qu'à la fin de la journée, je ne suis pas si con que ça quand on parle d'investissement. Si je te dis que je bats le marché, tu douteras. Si je te dis que je ne bats pas le marché, peut-être que ça va t'apaiser. Donc, on va se dire que je ne bats pas le marché. Est-ce que ça veut dire ici que quand je parle, ce que je dis présentement n'a pas de sens? Dis-moi. D'accord? On peut continuer ici. Après, pour être honnête, vous conseillez juste de réduire ou augmenter l'allocation. Je ne conseille pas. J'encourage, d'accord, les gens à réfléchir à cette alternative-là. J'encourage. OK? J'encourage. C'est très important parce que conseiller, c'est un terme particulier, ça a une connotation, ça sonne bizarre chez moi. Non. Sur quoi vous basez-vous pour déterminer que le PER du S&P 500 ou du World trimestriellement pour savoir si l'on doit réduire ou augmenter l'investissement? Donc, je te l'ai montré tout à l'heure. Tu peux aller sur iShare ici. Par exemple, nous avons quoi là? Ça, c'est le iShare Global Clean Energy, d'accord? Qui investit essentiellement, voilà, on a à peu près produce energy from solar, wind and renewable sources, ce genre de choses-là. Donc, target uniquement la clean energy, etc. Donc, depuis l'inception, c'est moins 4%. D'accord? Donc, depuis 2008, donc l'inception ici, c'est 2008 ici. Et on peut voir ici que sur les 10 dernières années, ça va plutôt bien. OK? Mais quelqu'un qui investit ici depuis 2008 perd de l'argent, mais quelqu'un qui investit sur les 10 dernières années gagne de l'argent. OK? Quand on continue à regarder ici, on se rend compte que en moyenne ici, c'est un secteur qui est en croissance, d'accord? Donc, il y aura peut-être tendance à se négocier à des multiples assez élevés. D'accord? Donc, si c'est le cas ici, tu vas voir ici qu'on est à peu près 16 fois les bénéfices sur les dernières années ici. Maintenant, il faut regarder si tu as une historique ici. Par exemple, tu vas te dire, OK, moi, je veux un rendement de 5% par là. Donc, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, vu qu'elle se négocie à 17 fois les bénéfices, OK, si moi, je cherche 5% de rendement, c'est 20 fois les bénéfices. Tu fais 5 divisé par 20 divisé par disons, 17 ici. Ça veut dire qu'au lieu de mettre mon 100 $ aujourd'hui, j'aurais peut-être mis 117 $. D'accord? Si pour toi, tu recherches un rendement de 6,6%, ici, ça veut dire que c'est 15 fois les bénéfices. Donc, au lieu de mettre ici 100% de ton 100 $ l'action, tu vas mettre ici aujourd'hui 89 $. Tu vois ce que je veux dire? Après ici, voilà, tu peux retrouver cette information ici par rapport au PER. Mais si on avait à peu près des logiciels comme Bloomberg ou bien FactSet, j'aurais pu avoir la moyenne des PER ici sur cet ETF-ci. C'est totalement, on peut également le retrouver. Et également, si tu as le temps, tu peux reprendre ici tous les annual reports ici ou bien tous les summary prospectus ici disons des 10 dernières années. D'accord? Et voilà, si ça existe, hein, si tu peux retrouver ces informations-là. Parce que quand on met ici All Document ici, est-ce qu'on peut te donner cette information-là? Sans doute. Je pense que tu peux, on en a 22 ici. Est-ce que tu peux les classer annuellement ici? Donc, à toi d'aller faire la recherche. Sinon, ne te casse pas la tête. Fais-toi un DCA tranquillement ici et dis-toi que, voilà, à la fin de la journée, mon véhicule d'investissement, s'il est bon, voilà, on aura tendance ici à bien se comporter dans le futur. OK? Donc, multiple également ici, ça te permet d'avoir la médiane ici de S&P 500 et voir comment toi-même tu vas gérer ça. OK? Le plus important ici, c'est toujours de réfléchir en termes de rendement. Par exemple, quand on met ici le S&P, le earning yield, d'accord? Pas le dividend yield, earning yield.
très important. Ça veut dire ici que le yield, aujourd'hui, quand tu achètes le S&P 500, quand tu achètes ici le S&P 500, tu demandes un rendement de 3,78%. D'accord? Alors que la médiane est de 6,70%. Donc, si on te distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, tu auras 3,78%. Il faut vraiment qu'on ait une croissance extraordinaire ici pour que ton rendement ici soit très élevé dans le futur. Donc, il y a généralement ici, il faut également regarder la moyenne de croissance ici du S&P 500, mais des bénéfices nets ici sur le S&P 500. Et ça, c'est une métrique que tu vas avoir de la difficulté à trouver généralement. Mais je trouve vraiment sur le S&P 500 ici, d'accord? Quand on va sur FastGraph, tu peux trouver cette information-là par rapport à la croissance au niveau des bénéfices nets ici est généralement de 7,75% ici. Donc, à peu près sur les 20 dernières années, si on prend ça ici sur les 5 dernières années, on a à peu près ici 9,90%. Donc, on a une accélération des bénéfices nets ici sur les dernières années. OK? Donc, ça peut également changer. Donc, par rapport à ça, tu peux peut-être payer un multiple bien plus élevé que ça. Mais comme je dis ici, ouais, tu vas te dire que ça peut t'embrouiller du point de vue quantitatif ici, etc. Fais donc du DCA dessus et reste tranquille, point barre. Mais sélectionne juste un ETF qui a du sens. OK? C'est juste ça que je veux rajouter. Alors, sélectionne juste un ETF qui a du sens si tu ne veux pas te casser la tête avec addition, soustraction, etc. Et là, on est d'accord. OK? Donc, merci ici. Je pense que pour résumer le tout ici, tu n'es pas forcément pas d'accord par rapport à la partie concernant les ETF ici, par rapport au DVA, etc. Parce que tu dis que ça prend plus de temps, mais qu'à la fin de la journée, ce que je préconise généralement ici, c'est uniquement augmenter ou réduire la location. Et également, c'est un choix. C'est une idée que je lance en l'air comme ça. Tu peux le faire oui ou non, c'est à toi de le voir. C'est à toi de juger présentement. Mais sur les actions, ne jamais faire de DCA. Je dis bien jamais, jamais et jamais. Si tu entends ça quelque part, par exemple, je parle en général, si vous entendez quelqu'un vous le dire, comme je le disais tantôt précédemment, fermez tout et passez à autre chose. Ça veut dire que vous-même, vous avez besoin d'éducation. Parce que la personne elle-même qui vous le mentionne ici aujourd'hui a besoin de travailler énormément. Parce qu'on n'encourage pas les gens à faire ce genre de bêtises-là. OK? Il faut faire très attention. En tout cas, ceci n'est que mon point de vue, hein, d'accord? Je donne toujours mon point de vue ici et je suis toujours ouvert à la discussion. Merci pour ton commentaire, Bassem. Donc, retiens ici que le but était juste de partager à peu près ce que je pense par rapport à ce commentaire-là. Le but n'est pas de dire « Oh, tu as tort » ou quoi que ce soit. Non, je te remercie déjà d'avoir ouvert le débat ici. Donc, ça me permet juste de préciser 2-3 petits éléments ici. Et il y a de fortes chances que toi et moi, on soit en accord. Parce qu'on n'est forcément pas en désaccord, toi et moi. Ça, c'est sûr et certain sur certains points. Et pour moi, le point le plus important, c'était de ne pas le faire sur le DCA. Ne pas le faire sur les actions. Une fois que tu as compris ça, c'est parfait, ma mission est accomplie. Maintenant, ceux qui veulent faire du DVA sur les ETF, libre à eux. Ceux qui veulent faire uniquement du DCA sur les ETF, libre également à eux. Mais tant que vous restez sur les ETF, on n'a pas de souci. D'accord? Parce que quand on parle d'argent ici, c'est très délicat. D'accord? Ça concerne des familles et ça peut mettre en danger la retraite. Ça peut mettre en danger ici, pas la vie, mais voilà, le couple, disons, ça peut mettre en danger ici la vie de couple. Parce que quand on parle d'argent ici, c'est souvent difficile. Et quand je parle, ça peut également mettre en danger la vie familiale. Parce que les parents ont peut-être fait de mauvais investissements parce qu'ils ont fait confiance ici à un gogol sur Internet et je me considère comme tel. C'est pour ça que je fais toujours attention à ce que je vais mentionner aux gens. D'accord? Parce que je n'aurais pas aimé j'aurais aimé qu'on fasse la même chose pour moi. OK? Donc, ce n'est que mon avis ici. Donc, tu retiens ici que la thématique bourse, finance, investissement, c'est une thématique qui rapporte beaucoup d'argent. Et très souvent, tu vas voir des gens qui n'ont aucune compétence essayer de te dire que voilà, il faut acheter ici ou bien il faut faire ci. Non, non. Je n'encourage pas les gens à acheter ici. J'encourage les gens ici à aller faire leur propre devoir. Donc, j'essaie de te montrer à peu près que évaluer une entreprise, c'est la partie la plus facile. Comment est-ce que tu peux réfléchir par rapport à X ou Y entreprise ici. Et moi, je me limite juste aux actions. Et comme je l'ai toujours dit, pour ceux qui n'ont pas le temps, il y a toujours les ETF. OK? Toujours les ETF. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et n'hésitez pas, ceux qui ont d'autres commentaires par rapport à d'autres vidéos ici, on va commencer à faire ce genre d'exercice là parce qu'à la fin de la journée, ça me plaît bien de répondre en vidéo. Donc on se dit à bientôt. Merci.